Et si tout ce qu'on croyait sur la simple fatigue n'était que la pointe de l'iceberg? On passe notre temps à optimiser notre alimentation, notre sport, mais le sommeil, on le traite souvent comme du temps perdu. Aujourd'hui, on va explorer ce qui se passe réellement dans notre corps et notre cerveau quand on manque de sommeil. Et surtout, on va découvrir des stratégies concrètes pour retrouver des nuits vraiment réparatrices. À la fin de notre discussion, on aura une vraie boîte à outils pour changer la donne. Précisons tout de suite, bien sûr, que cette discussion est à but éducatif. Pour toute question médicale, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Oui, et c'est un sujet fondamental. Le sommeil, c'est l'un des piliers de la santé, au même titre que l'alimentation ou l'exercice. Pourtant, c'est souvent le premier qu'on sacrifie. Et les sources qu'on a examinées sont unanimes. Les conséquences de ce sacrifice vont bien au-delà d'une simple somnolence. Alors commençons par le vif du sujet. On sait tous qu'on est irritable ou moins concentré après une mauvaise nuit. Mais là où ça devient vraiment préoccupant, c'est quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement ça. On parle d'un effet cascade. Les sources sont très claires. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente significativement les risques. Les risques d'hypertension, d'infarctus. Le lien est si direct que ça? Il est direct et il est rapide. Prenons l'appétit par exemple. Deux hormones sont immédiatement affectées. La leptine, celle qui dit au cerveau «c'est bon, je suis rassasié», eh bien son niveau chute. D'accord. Et en même temps, la gréline, qui, elle, crie «j'ai faim», surtout de sucre et de gras, elle augmente. Ah, c'est la recette parfaite pour la prise de poids en fait. Exactement. Mais ça ne s'arrête pas là. Une seule nuit trop courte, et le lendemain, le rythme cardiaque peut s'accélérer, la pression artérielle monter. À plus long terme, le corps peut même développer une résistance à l'insuline. C'est un état prédiabétique. Le corps n'arrive tout simplement plus à gérer le sucre correctement. C'est donc un impact qui touche tout le corps. Et pour le cerveau, les documents mentionnent un système de nettoyage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ça, c'est une découverte assez récente et majeure. Notre cerveau a son propre système d'évacuation des déchets, le système lymphatique. Comme des éboueurs en quelque sorte. C'est l'image parfaite des éboueurs de nuit pour nos neurones. Et ce système, il ne tourne à plein régime que pendant le sommeil profond. Et qu'est-ce qu'il nettoie au juste? Il nettoie les toxines qui s'accumulent pendant la journée. Et parmi elles, une protéine assez tristement célèbre, la plaque bêta-amyloïde. Celle qui est liée à la maladie d'Alzheimer? Précisément, ne pas dormir assez, c'est un peu comme laisser les poubelles s'accumuler dans son propre cerveau. L'image est parlante. Et les sources vont même plus loin jusqu'à parler de notre ADN. Là, on a l'impression d'entrer dans la science-fiction. Oui, on touche au cœur de notre biologie. Au bout de nos chromosomes, on a des petites capuches protectrices, les télomères. Comme les petits bouts en plastique au bout des lacets. C'est exactement ça. Ils protègent notre code génétique. Le problème, c'est qu'à chaque division cellulaire, ils raccourcissent un peu. C'est une des marques du vieillissement. D'accord. Or, le sommeil, c'est un moment clé où des enzymes viennent réparer ces télomères. Si on manque de sommeil, la réparation se fait moins bien, ils raccourcissent plus vite. Ce qui veut dire, Un vieillissement accéléré. c'est ça. C'est directement corrélé à un vieillissement accéléré et même à une espérance de vie réduite. Bon, le tableau est assez sombre. On a le cœur, le métabolisme, le cerveau, l'ADN. Heureusement, on ne va pas s'arrêter là. Passons aux solutions. Comment on peut commencer à inverser la tendance? Alors, le point de départ le plus puissant, c'est la régularité. Notre corps adore la routine. Se coucher et se lever à la même heure, même le week-end, c'est ça? C'est la base. Ça permet de synchroniser notre horloge biologique interne. Et le chef d'orchestre de cette horloge, c'est la lumière. La lumière? Comment ça? S'exposer à la lumière naturelle le matin, idéalement dans l'heure qui suit le réveil, envoie un signal très fort au cerveau. C'est le jour, réveille-toi. Ça cale tout le cycle pour les 24 heures à venir. Et le soir, à l'inverse, il faut éviter la lumière. Surtout celle des écrans, j'imagine. Absolument. La lumière bleue des écrans, c'est comme crier à son cerveau qu'il fait encore plein jour. Ça bloque la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. D'accord. Rythme et lumière. Un autre point qui m'a surpris, c'est la température de la chambre. Les sources recommandent une pièce fraîche, autour de 18 degrés Celsius. Ça paraît glacial? Oui, c'est contre-intuitif, mais la physiologie est très claire. Pour pouvoir s'endormir, la température centrale de notre corps doit baisser. Ah, je ne savais pas ça. Une chambre fraîche fait fi de ce processus. Le corps peut évacuer sa chaleur plus facilement. L'idée, ce n'est pas d'avoir froid, mais d'avoir une pièce fraîche et d'être bien au chaud sous sa couette. C'est cette différence de température qui aide. C'est logique en fait. La chambre doit être une sorte de cocon, frais, sombre et silencieux. Un sanctuaire, oui.
Un lieu que le cerveau associe uniquement au repos. Parlons de ce qu'on consomme. On sait qu'il faut éviter le café, mais les sources pointent du doigt l'alcool, que beaucoup de gens voient comme une aide au sommeil. Ah, ça, c'est un piège classique. L'alcool est un sédatif, mais ce n'est pas un somnifère. Quelle est la différence? Il aide à l'endormissement, c'est vrai, il anesthésie un peu le cortex, mais quelques heures plus tard, quand le corps le métabolise, il fragmente complètement la deuxième partie de la nuit. On a des mythes au réveil, c'est ça? Exactement. Et surtout, il supprime le sommeil paradoxal, qui est crucial pour la régulation émotionnelle et la mémoire. On se réveille fatigué, parfois un peu anxieux, sans trop savoir pourquoi. C'est une fausse bonne idée donc. On a les bases en pain, un rythme régulier, gérer la lumière, une chambre fraîche. Mais que faire si, malgré tout ça, le cerveau refuse de déconnecter? Là, on entre dans le domaine de l'hypervigilance. Le corps est épuisé, mais l'esprit est en alerte. Et pour ça, le traitement de référence, ce n'est pas un médicament. Non. Non, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, la TCCI. L'idée, c'est de déconstruire les croyances négatives du genre « je ne vais jamais dormir » et les comportements qui ne font qu'aggraver le problème. Et dans cette TCCI, il y a une technique qui m'a semblé folle. La restriction du sommeil. On dit à quelqu'un qui ne dort pas de passer moins de temps au lit. Oui, ça paraît paradoxal, mais c'est extrêmement efficace. L'ennemi du sommeil, c'est de passer des heures au lit à s'énerver de ne pas dormir. Le cerveau finit par associer le lit à la frustration. Donc en réduisant le temps passé au lit, On augmente la pression de sommeil. On fait en sorte que la personne soit vraiment fatiguée quand elle se couche. Du coup, elle s'endort plus vite, son sommeil est plus profond, et petit à petit, on réaugmente le temps passé au lit. On rééduque le cerveau. et c'est fascinant. Un autre outil surprenant, c'est la respiration. Les sources insistent beaucoup sur la respiration nasale. Oui, et c'est un point souvent négligé. Notre nez est fait pour respirer. Il filtre, il réchauffe et l'humidifie l'air. Ce que la bouche ne fait pas. Pas du tout. Et surtout, la respiration par le nez augmente la production d'oxyde nitrique. C'est un gaz qui améliore l'oxygénation de tout le corps. Les sources mentionnent même une technique un peu extrême, le sleep tape, du ruban adhésif sur la bouche. C'est un peu radical, c'est vrai, mais la science derrière est solide. Pour une approche plus douce, il y a des choses comme la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. En quoi ça consiste? C'est très simple. C'est respirer lentement à un rythme régulier, environ 6 cycles par minute. On inspire par le nez pendant 5 secondes, on expire par le nez pendant 5 secondes. Et ça aide. Ça a un effet direct sur le système nerveux. Ça le fait basculer du mode alerte, le mode sympathique, au mode repos, le mode parasympathique. C'est comme un interrupteur pour calmer la machine avant de dormir. Un dernier mot sur la technologie. Les trackers de sommeil, ces montres, ces bagues, utiles ou pas? C'est à double tranchant. C'est peut-être utile pour prendre conscience de ses habitudes, pour voir l'impact d'un verre d'alcool par exemple. Mais Mais il y a un risque, que les spécialistes appellent l'orthosomnie. l'orthosomnie? C'est l'obsession d'obtenir un score de sommeil parfait. Et cette obsession, paradoxalement, peut générer de l'anxiété, et donc nuire au sommeil. Il faut les voir comme des indicateurs, pas comme des juges. D'accord, on a vu énormément de choses. Pour que ce soit concret, si on devait proposer un plan simple, en 3 étapes à essayer, ce serait quoi? Alors, première étape, la lumière. Dès demain matin, s'exposer 10 minutes à la lumière du jour après le réveil. Et le soir, tamiser les lumières 1 heure avant de se coucher. Juste ça, pour commencer. Ok, ça, c'est faisable. Deuxième étape. La respiration. Ce soir, avant de dormir, essayez 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Juste pour voir ce que ça fait sur le corps. Parfait. Et la troisième? Le sanctuaire. Faire un seul changement dans la chambre. Baisser la température, retirer une source de lumière ou bannir le téléphone de la table de chevet. Un seul truc. Très clair. Mais que faire si, malgré tout, on se réveille à 2 heures du matin et l'anxiété monte? C'est le point le plus important. La règle d'or, c'est ne pas forcer. Ne pas rester au lit à tout prix. Surtout pas. Si le sommeil ne vient pas après 20 ou 30 minutes, il est plus productif de se lever. Aller dans une autre pièce, lumière très faible, faire une activité calme, un peu ennuyeuse, et ne retourner au lit que lorsque la somnolence revient. Il faut casser l'association entre le lit et l'énervement. Pour résumer, on a vu 3 points essentiels. Premièrement, la dette de sommeil, ce n'est pas anodin, ça a un coût réel sur notre santé. Un coût énorme, oui. Deuxièmement, la base d'un bon sommeil, c'est l'hygiène de vie. Régularité, lumière, un environnement adapté.
Des bases simples mais très puissantes. Et enfin, des techniques actives comme la respiration ou le recadrage mental sont des outils pour calmer le système nerveux quand il s'emballe. Absolument. L'invitation, au fond, c'est de réfléchir à ce qui semble le plus pertinent pour sa propre situation. Est-ce l'environnement, le stress, les habitudes, et de choisir un seul point de départ, une seule action. Ça peut tout changer. Finalement, le sommeil n'est pas un luxe, né du temps perdu. C'est une fonction biologique essentielle. La question n'est pas de savoir si l'on a le temps de dormir, mais si l'on peut se permettre